Je suis de retour sur le terrain. Voilà, comme je l'avais dit, je suis ici en Mbandaka et je suis venu chercher l'information. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir visiter l'ONG GACH. Vous voyez, là d'ailleurs, c'est l'une des organisations basées ici et qui fait du bon travail. J'ai été sur le terrain, j'ai eu les témoignages des communautés qu'ils ont accompagnées et je suis fier du travail que fait cette organisation. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir rencontrer le responsable de cette organisation, M. Julien Maté, avec qui on va discuter sur la deuxième phase du processus de la foresterie communautaire en RDC. Suivez-moi et on se retrouve tout de suite. Monsieur Julien, Ouais. c'est avec vous que nous allons discuter un peu de la foresterie communautaire parce que vous êtes un acteur clé. Ouais. Je viens du terrain, j'ai rencontré des communautés qui vous accompagnent d'ailleurs, qui ont témoigné du travail que vous faites sur le terrain. Et je suis fier de vous dire que vous faites un excellent travail. Merci. La foresterie communautaire, un processus qui a commencé, dont on ne connaît pas encore l'issue, mais vous avez cru en ces processus. Ouais. Pourquoi? Oui, en fait, la façon dont la forêt était gérée avant le processus, donc on a vu des exploitants industriels du bois, des exploitants artisanaux, il y a même des concessions agro-industrielles. On a vu ce que tous ces acteurs sont en train de faire et on a constaté que les communautés vraiment ne bénéficient pas de leurs ressources, des ressources forestières, à travers ces acteurs-là. Alors quand le gouvernement, dans le code forestier de 2002, a mis cette disposition qui disait que les communautés pouvaient eux-mêmes demander une concession forestière dans la forêt qu'ils possèdent en vertu de la coutume et gérer ça elles-mêmes, on avait trouvé que c'était une bonne occasion pour permettre aux communautés, comme d'ailleurs le disait le code forestier, de participer aussi à la gestion durable des forêts, et au lieu d'être toujours des spectateurs, mais elles-mêmes aussi pouvaient être des acteurs dans la gestion. Et c'est comme ça qu'on a commencé à accompagner les communautés dans ces processus. Et actuellement, on est en train de voir quand même que c'était très utile que les communautés aussi puissent s'impliquer dans la gestion de ces forêts. Vous avez rencontré de résistance, vous avez rencontré des adhésions. Ça s'est passé comment, ces contacts? Parce que c'est un processus nouveau. Vous allez chez les communautés, et ils se disent, mais ces gens viennent pour voler nos forêts. Tout à fait. C'était comment? Non, ce n'était pas facile. Au début, là, on n'a pas encore accompagné même les communautés dans ces processus. Quand vous arrivez pour la première fois, vous commencez à expliquer qu'il y a des dispositions, tout ça dans la loi qui peut vous permettre vous-même de sécuriser votre forêt pour que d'autres acteurs ne viennent pas s'accaparer de vos espaces. Mais au début, les communautés pensent que non, vous n'êtes pas nécessaire. On a vu certaines organisations qui sont venues ici, à peu près le même langage. Ouais. Et après, c'était une aire protégée qui était érigée. On ne pouvait plus aller dans ces forêts-là. Et nous craignons que ça soit la même chose. Et ce n'est pas facile qu'ils acceptent facilement. Donc, il fallait vraiment un travail de sensibilisation. Et c'est après qu'ils ont commencé à comprendre que oui, c'est important pour nous. Mais il y avait aussi toujours les problèmes des leaders qui sont un peu loin des communautés. Les communautés parfois comprennent. Mais parfois, leurs fils qui sont à l'extérieur du pays. Qui sont à l'extérieur du pays, ou bien à Kinshasa. Ils disent, non, attention, vous êtes en train de vous tromper, on va vous ravir vos forêts, il faut pas. Mais c'est après, quand on contacte aussi ces leaders, les leaders comprennent et ils disent, ah oui, vous pouvez adhérer. Donc est-ce que vous avez été une fois victime peut-être des attaques des communautés dans ces démarches? Oui, nos équipes, dernièrement, dans les territoires de Bomongo, quand on a commencé un nouveau projet aussi de foresterie là-bas, c'est là où c'était vraiment très compliqué parce qu'il y a la réserve du triangle de l'Angiri.
Et ils pensaient que déjà là, voilà, il y a un problème oui. avec des violations des droits humains, des éco-gardes. Et ils ont une mauvaise image de leur côté. Quand on est venu, on a commencé à dire on va sécuriser, ils viennent toujours. On a chassé nos équipes. Et on a dit si vous ne voulez pas partir, on va vous faire du mal. Vraiment. Et ils sont partis. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes communautés qui commencent à vous chercher, à écrire même. Voilà. Venez nous accompagner. On n'avait pas bien compris au départ. Maintenant, on est vous êtes prêts à y aller? Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Évidemment, les projets ont des durées, hein, parce qu'on est dans un projet qui s'arrête l'année prochaine. Et on ne sait pas si on va pouvoir accompagner tout le monde qui demande maintenant qu'on puisse y aller. Mais il y a certains qui avaient déjà adhéré. On est déjà avec eux. Il y a beaucoup de dossiers qui attendent les arrêtés du gouverneur. Il y en a qui ont déjà eu leurs arrêtés. Il y a d'autres qui attendent. Et donc on est là. Mais est-ce que la foresterie communautaire sécurise réellement les terres des communautés? En tout cas, pour le moment, je pense que c'est la seule possibilité qui peut permettre vraiment aux communautés aujourd'hui de sécuriser leurs forêts. Parce que c'est la forêt, on parle de la forêt, ce n'est pas le sol, c'est la foresterie qui est les moyens qui existent, même s'il y a d'autres mécanismes aujourd'hui, mais qui n'ont pas un soubassement juridique. Mais avec la foresterie, vraiment, il y en a qui ont compris que c'est la seule façon de sécuriser un peu leurs forêts. Et ils sont en train d'y aller tout en sachant que non. Dès qu'on a l'arrêté du gouverneur, donc notre forêt au moins est sécurisée et nous pouvons être sûrs que quelqu'un d'autre ne viendra pas dire non, cette partie j'ai pris, cette partie je vais faire ceci. Il doit travailler avec nous. Si quelqu'un veut venir comme partenaire, on va travailler ensemble. Mais comment vous répondrez à ceux qui pensent que la forêt se trouve sur la terre? Et si la terre n'est pas sécurisée, donc d'office, cette forêt n'est pas sécurisée non plus. Et là, ça renvoie directement à la sécurisation foncière. Oui, normalement. Est-ce que les communautés que vous accompagnez, donc les forêts que vous accompagnez, ou qui sont créées, sont-elles sécurisées foncièrement? De manière formelle, non. Mais de manière informelle, parce que pour les communautés, les terres là, ça les appartient. Et quand on vient donner les droits sur les forêts qui sont sur ces terres, en tout cas pour les communautés, c'est les terres aussi qui sont sécurisées. Mais de manière formelle, côté foncier, il n'y a pas encore un titre vraiment sur la possession sur la terre. Mais il y a le titre sur la forêt. Donc il y a encore un problème parce que les différentes les réformes en cours, foncières, forestières, il faudrait qu'il y ait quand même, je ne sais pas, un mécanisme là de collaboration. Est-ce que les communautés qui ont déjà les arrêtés sur les concessions forestières, est-ce qu'on peut aussi leur donner un document pour la sécurisation foncière? Donc, à un moment donné, quand on était en train de travailler sur la réforme foncière, on avait cette question qui s'est posée là. Comment les communautés qui possèdent les CFC, là, les concessions forestières, pourront aussi avoir des droits sur la terre? Donc, mais on dit la terre, c'est encore un autre régime. C'est par exemple les mines, une concession forestière qui est sur les mines. Les communautés qui ont les titres sur les forêts ne peuvent pas dire nous profitons de ça pour exploiter les mines. Là, ça demande encore une autre autorisation. Il y a une autre réglementation qui gère ces matières-là. C'est complexe. C'est vraiment complexe. Voilà. Alors, vous êtes déjà dans la phase de gestion. Parce que les communautés, pour la plupart que vous avez accompagnées, disposent déjà de leur plan simple de gestion que vous avez aidé justement à produire. La première question est de savoir, cette phase semble être la plus complexe parce qu'elle s'engage l'argent. Est-ce que vous n'avez pas peur que demain après-demain, qu'il y ait des conflits parce que non, on n'a pas vu clair, cette communauté dit voilà, l'argent a été entré autant, mais aujourd'hui, non, on n'a pas vu clair et demain, ça barde? Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, les communautés que nous avons accompagnées depuis les années 2017, 2016 même, qui ont déjà eu
plan simple de gestion. Hein, parce qu'en fait, nous, on a passé par 3 phases de l'exploitation, d'accompagnement dans la foresterie. Il y avait la phase de la demande. Là, c'était jusqu'aux années 2018-19. Et puis, ils ont eu leur plan simple de gestion. Et on a fait la première étape de mise en œuvre de leur plan simple de gestion de 2021 ici à 2025. Et les projets sont en train de changer de nom. Là, c'est avec les partenaires RFI UK. Et maintenant, on est vraiment plongé dans la nouvelle phase de l'accompagnement, dans la gestion et exploitation de ces CFCL. Même si avec RFN, maintenant, on est dans la phase encore de demande, dans d'autres sites. Mais avec RFI UK, on est vraiment avancé. Et effectivement, c'est la phase la plus complexe, la phase de gestion et exploitation. Parce que là, l'objectif, c'est bon, il y a un plan simple où on a prévu des activités, mais il faut des moyens pour réaliser ces activités. Ouais. Et les moyens doivent venir toujours de la communauté, des ressources qui sont dans la concession. Ouais. Et cet l'accompagnement que nous faisons maintenant, c'est vraiment préparer ces communautés avec leurs organes, parce que maintenant, nous sommes vraiment dans les processus d'entrepreneuriat communautaire. Parce qu'à part les organes de gestion qui sont reconnus dans la concession, il y a des petits regroupements aussi, selon les filières d'activité, que nous appelons des mutuelles de solidarité, des MISO, qui sont bien organisés. Ah oui, les MISO, j'ai vu ça quelque part. Oui. Dans la forêt, on m'a montré une carte avec les différents organes. J'ai vu MISO. Oui. Les MISO sont les structures qui font les mêmes activités. Donc, par exemple, qui font le maïs, ou bien qui font le cacao, ou bien ceux qui font les manioc. Il y en a qui se retrouvent dans plusieurs MISO aussi, dans la communauté, et qui s'organisent pour s'entraider, faire la mutualisation des efforts, pour travailler. Par exemple, on dit on va commencer chez vous, on fait les champs d'un hectare, on va chez l'autre, champ d'un hectare, jusqu'aux travaux, jusqu'au niveau des récoltes. Et après, comme il y a les organes de gestion dans notre modèle d'entrepreneuriat communautaire, les organes qui gèrent la concession achètent ou ils cherchent un acheteur des produits et qui vont aller revendre ça ailleurs, soit à l'intérieur, soit au marché interne, soit même ceux qui sont au niveau des frontières avec des pays voisins, même dans d'autres pays. Et les bénéfices qui sortent, hein, ça revient évidemment aux mutuelles, les mutuelles qui ont produit, mais une partie va dans la caisse pour maintenant les projets communautaires. On peut construire une école, on peut faire un puits d'eau pour les bénéfices de tout le monde. Et ce travail-là, non, on a apprécié. Hein. Il y en a qui ont vraiment développé ça. Moi, je viens de Ingende. Hier, j'ai vu ce qui se passe dans 2 de nos concessions que nous accompagnons là-bas, Kalasumba et Inganda. Ils sont très, très avancés dans leur... donc, ils se sont appropriés vraiment le processus de gestion et exploitation, donc dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on a vu beaucoup de MISO là, et il y a une MISO qui m'a beaucoup intéressé, la MISO d'habitation. Donc, ils se sont organisés pour faire des maisons pour chaque membre des MISO. Hein. Il y a 2 MISO, un MISO de 8 personnes qui ont pris l'engagement de construire des maisons, je ne sais pas à combien de tonnes. Tout le monde doit avoir cette maison-là. Et ils ont terminé. Chacun a déjà sa maison. Vous voyez la maison vraiment. Et ce village est en train de se transformer. Vous avez des photos de ça? J'ai pris quelques photos dans mon téléphone. Je vais voir. Et puis, il y a une autre maison de 15 qui aussi se sont organisées pour faire la même chose. Ça, c'est un MISO parmi tant d'autres MISO qui sont dans les villages. Mais ça, c'est quand même une bonne appropriation. Et pour avoir les moyens, chaque membre de la MISO a une unité de production. Donc, ils sont dans des MISO, des filières agricoles aussi. Soit maïs, soit le riz. Et quand il fait la récolte, et chacun donne ce qu'il doit donner comme contribution pour qu'on finisse d'abord, par exemple, la maison des membres. Et quand on finit, on vient encore, deuxième phase, l'équipement. Et chaque maison là qu'ils sont en train de construire
est équipé. Salon, salle à manger, toujours avec l'effort de tout le monde. J'ai dit, mais ça, c'est un bon exemple à suivre. Donc, un développement communautaire. Un vrai développement Donc, la communauté qui se développe par Oui. elle-même. Là, justement, vous dévancez ma question parce que je voulais justement vous poser la question de savoir comment vous faites pour vous rassurer que les développements économiques des communautés est assuré et la protection des forêts aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour vérifier et se rassurer? Oui, oui, effectivement, dans les CFCL que nous accompagnons, il y a un mécanisme de surveillance qui est là, parce que les communautés même ont mis des règles pour les différentes zones, hein, parce que chaque concession forestière est subdivisée en différentes zones. Zone de protection, zone de conservation, zone de production. Et pour chaque zone, il y a des règles qu'ils ont mis en place. Et il y a un comité local de suivi et vérification qui a la charge, on les a dotés d'un système de documentation s'il y a des illégalités. Donc là, on utilise un système là avec des smartphones où il y a l'application Forest Link. Dès qu'il tombe sur quelque chose qui viole les règles, par exemple, quelqu'un est allé couper dans une zone dédiée à la conservation, ils lancent l'alerte et eux-mêmes, au niveau du comité local de gestion, ils analysent la question et s'il y a un acteur qui a fait ça, ils évitent la personne pour qu'il puisse répondre de ses actes. Et parfois, il faut payer même des amendes. Si c'est un cas qui nécessite l'intervention des autorités politiques, on va intéresser les autorités pour qu'ils viennent aussi faire les constats. Et à l'issue de ça, il y a des réunions qui sont maintenant organisées avec tous les acteurs pour faire des recommandations et trouver des solutions. Donc il y a un mécanisme qui permet de surveiller ce qui se fait dans les différentes zones, que ça ne puisse pas violer les règles que les communautés elles-mêmes ont mis en place et qui sont dans leur plan simple de gestion. Alors, mais comment vous faites pour vous rassurer que les dirigeants comment vous appelez ça, les organes de gestion puissent être redevables à leur communauté? Comment vous faites pour vous assurer que les comptes sont bien faits? Oui, en fait, il y a une grande organisation au sein de chaque CFCL. Il y a l'assemblée communautaire, il y a des questions qui sont réglées au niveau de l'assemblée communautaire. Et il y a les organes, chaque organe connaît bien ce qu'il doit faire comme travail. Le comité local de gestion, c'est l'organe qui gère au quotidien, hein, la CFCL, même s'il y a des museaux. Hein. Les museaux sont aussi autonomes, hein, même s'ils doivent rendre compte au comité local de gestion. Mais quand il y a de grandes décisions à prendre, c'est l'assemblée communautaire qui doit être convoquée et on doit poser les problèmes. Par exemple, pour nommer les nouveaux membres, bien s'il y a une mauvaise gestion, tout ça. Parce qu'au départ, il y a le conseil des sages. S'il y a des petits conflits entre les membres ou bien les membres des organes, hein, il n'y a pas parce que les comités locaux de gestion, de suivi aussi, qui surveillent comment les comités locaux de gestion sont en train de gérer, hein, parce qu'ils doivent venir faire le contrôle régulièrement pour voir. S'il y a un problème, ils peuvent interpeller et s'il n'y a pas de solution, ils ramènent la question au niveau de l'assemblée communautaire et l'assemblée communautaire va décider. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des villages, il y a des CFCL, vous voyez que chaque organe est en train de jouer son rôle comme il se doit et il y a une bonne harmonie entre tous les organes et il n'y a pas de problème. Et les choses, les activités, vous voyez, les activités sont en train de se développer. Il y a maintenant parfois une grande production même. Et parfois, ils nous appellent pour dire, mais maintenant, on a produit autant de maïs, autant de ceci. Mais on n'a pas de marché là pour écouler. C'est comme ça qu'il y a un nouveau projet ici qui vient de commencer. C'est pour aider beaucoup plus les communautés à avoir des marchés durables et à améliorer la chaîne des valeurs. Comment ils peuvent transformer leurs produits pour qu'il y ait un peu plus de valeur. Et maintenant, là, quelles sont les chaînes de valeur que vous avez développées avec les communautés? Bon, pour le moment, c'est beaucoup plus dans le travail du cacao, pour les communautés qui font le cacao. Parce qu'on les a mis en contact
avec certains secteurs privés pour venir les aider à améliorer même la qualité de leur cacao. Et le résultat, c'est que même le prix a a doublé. Okay. Donc les cacao qu'on vendait à moins d'1 $, maintenant c'est à peu près 2 ou 3 $ par kilo. Donc il y a les cacao, il y a... Avancez comme ça parce que oui. Oui, il y a les cacao, il y en a qui font les bananes plantains. Okay. Bon, ils sont en train de transformer. On les a montré comment on peut faire les chips. Et ils produisent suffisamment de chips. Les jours de marché, ils amènent les chips au marché et ils se font un peu d'argent. Et il y en a qui sont dans le... Bon, la chikwang, c'est depuis longtemps, donc ils font la chikwang améliorée. Par exemple, la ilinga, les manioc. Mais ça, c'est une culture, on demande beaucoup d'efforts, mais ça ne produit pas suffisamment d'argent. Parce qu'il y a la concurrence. Hein. Oui, il y a la concurrence. Et puis, c'est un travail lourd pour transporter la chikwang, c'est pas facile. Il y en a qui font les arachides. Donc, il y a plusieurs filières là que nous sommes dans. Et il y a même ceux qui sont un peu dans les PFNL. Mais les PFNL, on n'a pas encore très bien développé chez nous. Peut-être prochainement, les gens qui font faire les miels. Bon, il y a aussi les gens qui font l'élevage. Hein. L'élevage, même si on est en train d'expérimenter avec les nouveaux mécanismes là, des forêts communautaires. Mais la première essai ici, ça n'a pas très bien répondu. Peut-être la phase qui va venir, on va tirer des leçons de la première phase et voir comment ça va évoluer. Alors, quelles sont les leçons justement, parce que vous les évoquez, quelles sont les leçons tirées de ce processus jusqu'à ce point où vous êtes aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Les leçons tirées, la première leçon que je viens de tirer d'ailleurs lors de mon dernier voyage ici, en tout cas, la bonne marche, le développement vraiment des CFCL dépend aussi du leadership des gens qui gèrent. Il y a des CFCL où vous sentez vraiment qu'il y a un bon leadership à la tête, hein, le président du comité local de gestion, qui est écouté et qui prêche par l'exemple, et vous sentez que les choses sont en train de marcher. Ouais. Donc, il y a ça. Il y a une autre leçon, vraiment, c'est eux-mêmes reconnaissent que le renforcement des capacités, hein, comment gérer, comment améliorer les techniques, parce qu'on est allé même avec les champs écoles paysans. Et ça, c'est un modèle pratique de renforcement des capacités pour qu'ils améliorent les pratiques. Et chaque museau, normalement, a un champ école paysan pour montrer comment il faut faire. On a montré vraiment dans beaucoup de communautés comment il faut vraiment faire les maniocs. Parce que leur façon de s'aimer, ils mettaient plusieurs boutures. Et finalement, les tubercules, c'est des petites tailles. Mais quand on a dit, voici comment il faut mettre une seule... Même pour s'aimer le maïs, ils mettent plusieurs graines dans un même trou et il y a concurrence. Finalement, le maïs qui va sortir là ne va pas produire comme il faut. Et on a démontré ça. On fait l'expérience, comment ils font. Et on montre la nouvelle technique. Et quand ils voient les résultats, ils disent, mais c'est magnifique. Et ils sont en train de pratiquer ces nouvelles pratiques et ils trouvent que ça améliore la production. Et maintenant, il faut vraiment aussi organiser les marchés pour qu'ils puissent aussi se retrouver financièrement. Mais il y a toujours des petits défis aussi. Parfois, les voies d'évacuation, ça pose encore un problème. Hein. Vous pouvez produire, mais les routes, bien les moyens même pour transporter jusqu'au lieu du marché, ça pose encore un problème. Donc, il faut qu'on travaille sur tout ça. Alors, qu'est-ce que l'État congolais doit faire davantage pour que ce processus soit un vrai succès et puisse protéger les forêts? Bon, je pense que l'État congolais doit... Ce qu'il fait déjà, c'est un processus qui est aussi piloté par... C'est l'État, hein? C'est l'État qui déjà, pour donner les CFCL, c'est l'État qui donne, c'est le gouverneur de province qui donne les arrêtés. Et avant d'arriver à ça, il y a au niveau des autorités locales, les chefs de secteur, qui doivent identifier la communauté, qui doivent faire l'enquête publique, et même la coordination provinciale qui fait l'affichage pour vérifier ça au niveau de la demande. Et ça, c'est prévu déjà dans la loi. Et vraiment, s'il fait bien son travail aussi, déjà à ce niveau-là, s'il respecte ce qu'il doit faire, ça promet aussi une bonne gestion.
Alors, dans la phase de gestion, c'est là où l'État n'intervient pas encore comme il se doit. Il doit faire quoi? Il y a beaucoup de services techniques au niveau local même, au niveau des secteurs, au niveau des territoires, mais qui n'ont pas les moyens parfois d'aller faire ce qu'ils devaient faire, apporter leur aussi expertise aux communautés. Il y a des inspecteurs agricoles, il y a des gens qui ont fait le développement rural, il y a les gens de l'élevage, ils sont là. Mais dernièrement, quand on était sur le terrain, ils viennent aussi pour dire ben, on ne nous implique pas. C'est ça. On ne nous implique pas. Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Oh, il faut des moyens. Okay. Bon, qui doit donner les moyens? Vous voulez, c'est encore les communautés qui vous donnent les moyens pour venir voir, les aider avec des conseils, et aussi n'ont pas assez de moyens. Donc c'est l'État qui devait voir, bon, essayer de donner les moyens aux services techniques quand même, pour qu'ils aient le moyen de faire leur travail, d'accompagner les communautés à améliorer ce qu'ils sont en train de faire à terme d'élevage, à terme d'agriculture. Hein? Parce que si le projet n'amène pas un expert agronome, parfois l'État, qui a l'agronome des territoires, il n'y a personne qui viendra. Hein? Les agronomes viennent quand ils voient une émission venir, et aussi viennent là pour peser sur vous. Nous sommes là, prenez-nous à charge. Bon, donc l'État doit essayer de mettre... Malheureusement, l'État, il ne met pas ses agents dans les bonnes conditions. C'est ça le problème. Voilà. Je souhaiterais qu'il fasse ça vraiment. Super. Alors, Monsieur Maté, je sais que vous êtes un homme humble. Vous n'aimez pas trop vous évaluer. Mais sur l'échelle des 10, combien vous donnez-vous? Ah, ça c'est une question. Ce n'est pas facile que quelqu'un puisse s'évaluer. C'est mieux d'être évalué par quelqu'un. Non, mais partant déjà de votre expérience, vous dites, bon, en tout cas, on a contribué peut-être à hauteur de 7, de 8, de 5, de 2. Je ne sais pas ce qu'il faut donner comme cotation. Mais si on fait une comparaison... avec ce que les autres, bon, je ne vais pas juger vraiment ce que les autres accompagnateurs sont en train de faire. Bon, on a constaté qu'il y a des accompagnateurs qui se limitent par exemple à l'arrêté. Dès qu'une communauté a son arrêté, ils laissent la communauté faire. Bon, maintenant, la phase de gestion et exploitation, ce n'est pas leur problème. Là, c'est déjà une mauvaise façon de voir les processus. Hein. On souhaiterait vraiment qu'on amène les communautés non seulement à sécuriser avec l'arrêté, mais comment gérer cette forêt-là. Et pour que ça donne aussi des moyens, que ça améliore les conditions de vie de ces communautés. Donc, à ce qui nous concerne, nous essayons quand même d'aller jusque... S'il y a un partenaire qui veut venir, il dit non, moi je vais me limiter à l'octroi. On va dire non, nous voulons aller à la phase de gestion pour que les communautés puissent voir la différence. Parce qu'il ne faut pas que ce soit avant qu'on ait la concession, égal après la concession. Il faut qu'on sente la différence. Vous avez compris que M. Maté ne veut pas me dire sur 10. Non, je ne veux pas. Je ne saurais pas dire. En tout cas, je voudrais vous dire merci pour ce moment que vous m'avez accordé. Ce n'est pas très facile. Je sais que vous êtes très occupé, très sollicité, mais vous m'avez accordé quand même du temps pour échanger sur ces projets. Je vous dis merci. Moi aussi, je vous remercie. Et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Donc, quant à moi, je vous dis aussi merci. J'étais là avec M. Julien Maté. Et vous avez tout compris et je pense que nous allons continuer à contacter les différents acteurs qui sont impliqués dans ce domaine de la foresterie communautaire pour comprendre comment ce processus est en train d'avancer et qu'est-ce que la RDC va tirer comme bénéfice de ce processus en préservant ces forêts. Vraiment. Quant à moi, je vous dis merci et je vous retrouve prochainement peut-être dans les Maniema, dans le Congo, dans le Kwilu, je ne sais pas encore, mais à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis de retour sur le terrain